Ok, nous sommes en direct déjà. Ok. Bon, donc bienvenue à cette séquence. Alors je sais qu'il y avait 8 rencontres, sauf erreur de ma part. Il en reste 2 normalement. Nous sommes dans le cadre du RDWO. Alors, cher Ray, est-ce que c'est moi qui ai introduit ou je peux poursuivre? Bien sûr, tu peux poursuivre. C'est OK, c'est ton panel. Bon, je suis juste panéliste aujourd'hui. D'accord, ok. Donc voilà, c'est un vrai plaisir de pouvoir animer cette rencontre. Euh, alors, RTWO, on est sur de l'anglais, mais pour faire simple, on va dire que c'est la semaine en ligne des relecteurs et des traducteurs. C'est un événement qui est piloté depuis le Cameroun, mais qui va rassembler des acteurs, qui rassemble des acteurs de l'Afrique et de sa diaspora. Et donc, tout au long de cette semaine, nous échangeons autour des défis de la relecture, de ces figures un peu silencieuses, ces figures de l'ombre que sont les relecteurs, mais aussi ceux un peu plus connus que sont les traducteurs. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder, en tout cas ce soir, nous allons aborder la question de repenser les théories de la traduction à l'aune des réalités sociolinguistiques africaines. Alors, on pourrait croire que c'est une question qui a déjà été traitée depuis longtemps, puisque le sujet existe depuis que la littérature est et depuis que on essaye de traduire les textes africains vers la langue française, vers la langue anglaise, vers la langue espagnole, vers les langues occidentales de manière générale. Mais le sujet existe aussi depuis qu'on essaye de relire les textes des écrivains africains quand ils sont reçus en manuscrit. Alors, on aura l'occasion d'échanger là-dessus. Nous attendons, dans le cadre de ce panel, plutôt des universitaires et des enseignants. C'est un peu particulier parce que sur les autres panels, il y a eu pas mal d'échanges avec des écrivains ou avec des conteurs. Enfin, il y a des panels où, en tout cas, on était plus face à des lecteurs. Là, on va être face à des techniciens, des universitaires, pour essayer de comprendre un petit peu les défis de la traduction, les défis de la relecture. On va essayer de se poser en particulier dans le contexte actuel, quels sont les courants de, la, de la traduction et comment on se situe. Est-ce que ça s'adapte avec le contexte africain? Voilà. Alors, en attendant que notre panel s'élargisse, je vais me présenter et je vais présenter les personnes qui sont déjà connectées. Alors, moi, je suis Gangoueus, Réassi Wabonzi pour l'état civil et Gangoueus pour le web. Je suis blogueur depuis 19 ans maintenant. Alors, peut-être qu'il faut qu'on explique ce qu'est un blogueur aujourd'hui parce que récemment, je discutais encore avec une jeune lectrice, et quand je me suis présenté comme blogueur, elle m'a posé la question de savoir qu'est-ce qu'un blogueur. Donc voilà, ça évolue très vite. Le blogueur est un lecteur, généralement un grand lecteur, qui s'est osé, il y a quelques années, à produire des notes de lecture. Et puis avec le temps, il a sophistiqué son travail.
certains me définissent comme critique littéraire, d'autres comme chroniqueur. Moi, je me définis comme un grand lecteur, un amoureux des livres. J'ai une émission littéraire qui s'appelle Les Lectures de Gangoeus depuis 13 ans, près de 200 émissions en ligne avec la plupart des grands auteurs du continent et de la diaspora, beaucoup d'auteurs camerounais. Je suis aussi, et j'anime aussi la plateforme Chronique littéraire africaine, qui est une plateforme de critique, de recension de notes de lecture collaborative. Voilà, on est une quinzaine là-dessus et on essaye de publier un petit peu des analyses depuis ces différents espaces, puisqu'on a des chroniqueurs qui sont en Afrique, en Europe, et je crois que j'ai quelqu'un qui est aux États-Unis. Voilà. Alors, sont présents, alors que je commence par les dames, Sandrine Atangana Niébé. Donc, elle est universitaire, spécialiste dans le domaine des sciences de l'éducation. Elle enseigne le français aussi dans le secondaire. Donc, c'est quelqu'un de polyvalent. Est-ce que, Sandrine, la présentation est complète? Oui, je crois qu'elle résume assez bien qui je suis. Seulement le terme polyvalent me suffit. Mais vous avez interverti mes noms. C'est vrai qu'on préfère toujours Atangana, mais mon nom c'est Niébé Atangana et pas Atangana Niébé. D'accord. Donc, okay. Pardonnez-moi. Mais voilà. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on met Atangana Niébé. J'ai fait ma petite recherche, hein, donc essayer de comprendre quels sont les interlocuteurs. Ok, donc Sandrine Niébé, merci beaucoup en tout cas pour votre disponibilité. Et donc, j'ai également Ray de Ghost Ndebi. Alors, Ray, vous le connaissez, hein, si vous êtes depuis vous suivez le RTWO depuis le début. Donc, c'est l'un des grands chefs d'orchestre de ce moment littéraire. Il est coach, il est traducteur, relecteur, il est écrivain aussi. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Ray? Non, peut-être chercheur à nouvelles méthodes d'écriture, de relecture, de traduction littéraire. Oui, mais bon, en général, c'est tout ça. Chercheur pour quelle institution? À l'université? Libre, indépendant. Donc, je mène mes propres travaux, mes observations, mes travaux. Et bien sûr, j'en discute avec des universitaires, mais je veux dire que je conserve le côté vraiment libre et indépendant de cela, même si ces travaux sont partagés avec eux pour avoir bien sûr, leur avis aussi sur l'évolution de ce que nous proposons. D'accord. Alors, en attendant que notre panel se complète, je voudrais juste vous faire part d'une petite réflexion que je faisais cette semaine sur Facebook. Je vais vous la relire parce que c'est intéressant. Alors, le sujet m'intéresse énormément parce que la question de la traduction est un enjeu vital dans la chaîne du livre africaine. La question de la relecture aussi. Je lis les deux. Alors, je vais juste m'assurer de me connecter sur le commentaire que j'ai fait en début de semaine. Alors, petite seconde. En attendant que nos amis nous rejoignent. Ouais, le réseau n'est pas très bon. Tac, 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 tac. Ouais. Alors. Tac, 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 tac.
Voilà, donc Afissatou vient de nous rejoindre. J'en profite pour la présenter aussi. Donc, Madame Afissatou Touré, épouse Ouedraogo. Bonjour, bonsoir. Alors, le micro, il faut juste l'activer. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Ok. Voilà, c'est bon. Là, je crois que... Oui, on vous entend. Donc, je disais, Madame Afissatou Touré, enfin, je vais dire Afissatou Touré, épouse Ouedraogo, vous êtes enseignante certifiée de français. Vous vous connectez depuis le Burkina Faso. Je crois que c'est depuis Ouagadougou, pour être précis. Oui, précisément. Voilà. Donc, on aura l'occasion de faire un tour de table un petit peu pour avoir votre propre lecture de cette table ronde, de cet échange. Donc, on attend Monsieur Arnold Femokong. Mais je pense qu'on va commencer. Il va nous rejoindre dans le cadre de ces échanges. Alors, une toute petite seconde, je vous lis un petit commentaire que j'ai fait. Tac. Alors, tac, tac, tac. Alors, tac, tac, tac. Alors, donc, le thème de ce soir est donc repenser la traduction, repenser les théories de la traduction à partir des réalités sociolinguistiques africaines. Donc, il y a beaucoup de choses dans ce titre. Il y a à la fois donc la question de ce qu'on appelle toute l'approche qu'il y a au travers du processus de traduction. Mais il y a également le défi d'avoir une lecture africaine de la traduction pour pouvoir être au plus proche à la fois des projets d'écriture, des projets de traduction, appelés par son vœu de Ngugi wa Thiong'o, et qui a lutté pour que la question de la traduction devienne quelque chose pas seulement dans un mouvement du sud vers le nord ou du nord vers le sud, mais aussi un mouvement en langue africaine. Donc la question qui va se poser à nous, c'est déjà comment on définit cette question de la traduction. Est-ce que notre débat va se situer essentiellement sur la question de comment on amène la traduction, comment on performe au niveau de la traduction vers les langues héritées de la colonisation, le français, l'anglais et ainsi de suite? Est-ce que la question dans le sens inverse va se poser autour de notre échange? C'est une des questions qui se posera. Je vous fais mon petit speech pour introduire ce moment et on présentera Arnold dans la foulée. Donc, dans le cadre de cet échange, l'objectif est d'aborder à la fois le cadre technique, hein, et donc dans lequel nous allons échanger, faire un petit peu un état des lieux de l'ancrage socio-linguistique, donc des réalités africaines sur ces questions. On essayera ensuite d'aborder ensemble donc la question
ce qu'on appelle les ruptures théoriques au niveau de l'éducation et de la philosophie du fait de traduire. Donc là-dessus, on a Sandra Niébé et Arnold Fumekong, que je vais pas mal solliciter sur ces questions-là. Nous aborderons naturellement aussi la question donc, de l'éducation de ce point de vue-là, et on essaiera de voir les pratiques de formation et les perspectives technologiques. Donc voilà un petit peu le grand axe, les axes à partir desquels nous allons échanger. Mais tout de suite, vous avez eu une semaine pour réfléchir sur la question. Quelle définition déjà donnez-vous aux différentes réalités sociolinguistiques? Alors là, j'ai Afissatou qui est au Burkina Faso, j'ai Sandra qui est au Cameroun. Comment définissez-vous un petit peu vos réalités socio-linguistiques au Cameroun et au Burkina? Je laisse la parole à Nafissatou pour commencer, sauf si elle a un souci de connexion. Nafissatou, si tu es là, je te passe la main, je viens après toi, si ça ne te dérange pas. Bon, peut-être elle a un problème de réception. Alors, si vous m'entendez, moi, je vais y aller. Que dire des réalités linguistiques? Notre pays, comme on le sait et comme on le définit depuis tout petit, le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Et qui dit Afrique en miniature dit une pluralité de langues qui entraîne aussi une pluralité de cultures. Au-delà des deux principales langues officielles qui nous ont été imposées de par notre histoire coloniale, ça fait que nous avons le français et l'anglais à la base, mais avec un peu plus de 270 langues. Je parle de 270 parce que il y a quelques-unes qui connaissent, qui sont en cours de disparition quand même. Donc, nous évoluons dans cette réalité-là. Et moi qui suis enseignante à la base de français, depuis quelques années, par exemple, on a introduit dans le programme de français ce qu'on appelle les variétés francophones, pour dire que même, on ne parle plus de variétés du français comme c'était le cas avant, parce que même si le français, à la base, celui qu'on connaît, qu'on a appris à l'école en lettres modernes françaises, il était normativé. Aujourd'hui, on sait que même au Cameroun, on a plusieurs français. On a le français qu'on apprend à l'école, mais maintenant, on a ce français-là qui connaît des déclinaisons avec les appropriations locales de par notre culture. Donc, ce français qui emprunte à nos langues locales et qui emprunte aussi à l'anglais. Et donc, on a vraiment beaucoup de variétés dans ce sens-là. Je vais d'abord m'arrêter là pour l'instant et peut-être on aura l'occasion de développer davantage par la suite. Merci. Ok, merci Sandra. Afissatou, quelles sont les réalités du côté de Ouaga, les réalités socio-linguistiques? Alors, Jean-Pierre Noël Batoum, écrivain, qui était sur le premier panel, déjà nous lance des questions et qui sont légitimes puisque on est sur le cadre de notre échange. Mais d'abord sur la question des réalités socio-linguistiques spécifiques du Burkina Faso. Okay. Merci pour la parole. Bonsoir, chers panélistes. Bonsoir aux internautes qui nous écoutons. Merci bien. Bonsoir. Je dirais que nos réalités ici au Burkina Faso, et en plus du français, nous avons nos langues nationales, le moré, le djoula,
le Fulfulde, le Gulmachema, et bien d'autres, et une vingtaine de langues qui sont en transcription. Et avec la réforme actuelle, nous avons l'introduction de ces langues-là, bientôt, de nos langues locales, qui seront prises en compte dans l'enseignement au niveau du primaire. Voilà. Merci bien. Okay. Mais pour être plus précis, parce que moi je suis d'origine congolaise, oui. La réalité du Congo par exemple, sur la question la réalité socio-linguistique, hein, elle est assez simple. Hein. On a deux grandes langues deux grandes langues de communication, le Lingala et le Kituba, le Lingala au nord et le Kituba au sud, et on a le français comme langue officielle, comme langue dominante, on va dire. Hein. Quand on parle comme langue de prestige. Et donc derrière, il y a les langues maternelles. Et donc le défi dans notre échange, c'est de voir comment aussi les écrivains se saisissent de ces différentes langues, les introduisent dans leurs textes, et comment les relecteurs les accompagnent sur ce sujet-là. Voilà. Donc, on a eu par exemple au niveau du Congo-Brazzaville énormément de jeux avec la langue, avec Henri Lopez, voilà. Donc, sont des contextes dont on tienne compte pour notre échange à venir. Ray, comment tu définirais la réalité? Quelle est ta version de la réalité socio-linguistique camerounaise? Sandra a parlé d'évolution de la langue française. J'ai pas entendu parler de pidgin, de camfranglais, ce qui est quand même très important. C'est une réalité très différente du Congo, puisque nous on n'a pas de langue, on n'a pas de pidgin, on n'a pas de langue créole ou de langue. Et ça pose un problème, ça peut poser des problèmes aussi au niveau de la traduction. Donc, quelle est la réalité? Comment toi tu définis les choses à ta manière? D'accord, merci beaucoup et bonsoir Gangoïs encore, bonsoir Sandrine, bonsoir Rafisato. Et bon, ce que je dirais de cette réalité, là, c'est que les langues sont très dynamiques au Cameroun. Et les parlers, je peux le dire, si les parlers sont très dynamiques. Quand il est question, par exemple, du camfranglais, ça va tellement vite que le temps qu'on pense à codifier quelque chose, on est déjà passé à une autre phase de ce parler. Le pidgin même a évolué avec toutes les langues qu'il a rencontrées. Le pidgin, qui était essentiellement un broken English, devient maintenant quelque chose auquel on va associer nos langues nationales. Donc, elles interviennent là-dedans et le camfranglais, c'est pareil. Lui, il prend tout en compte. On y trouve du pidgin, on y trouve nos langues, on trouve même des expressions que l'on crée qui n'existent pas, qui n'existent dans aucune langue. Et le défi, justement, c'est de pouvoir rendre cela et le transmettre à l'autre, parce que ça va très vite en réalité. Lors d'un échange avec des linguistes, la question que j'ai posée, c'est pourquoi on n'arrive pas à établir ces autres langues-là, vu qu'elles sont de plus en plus parlées, et on les retrouve même sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est écrit, c'est parlé. Alors pourquoi on n'essaye pas de codifier quelque chose? Je crois que le grand souci, c'est qu'il y a plusieurs influences qui arrivent au même endroit. Avant, quand on grandissait, ce qu'on appelait franc-anglais à l'époque, qui est devenu camfranglais avec le temps, quand je grandissais les années 90, c'était français plus anglais. C'était français plus anglais. Les langues maternelles et autres n'apparaissaient même pas. Elles n'apparaissaient pas. Donc, on était peut-être à Kivadai, par exemple. Voilà le type de... Donc, c'était l'anglais correct plus le français correct. Donc là, on avait une sorte de franglais qui allait dans ce sens. Mais avec le pidgin, je me rappelle quand l'apéro de Banga
un de nos chanteurs aujourd'hui décédé, qui a popularisé le pidgin avec ses chansons, notamment Mimbawi, une chanson très populaire. Alors, quand la pyro est arrivée, le pidgin a commencé à intégrer certains éléments. Donc, on commençait déjà à le retrouver. Et aujourd'hui, ça va un peu plus vite. Donc, cette réalité est devenue presque incontrôlable. Alors, quand il faut traduire, parce que ça retrouve la littérature aujourd'hui, on retrouve cela dans des textes, et je crois que la question de leur traduction, on va l'aborder plus tard, mais ce qu'il faut faire, c'est juste que c'est dynamique, ça bouge, ça va très, très vite, et je peux dire que son côté incontrôlable le rend aussi parfois difficile à traduire, étant donné nous avons 10 régions. Parfois, le pidgin ou le kanfranglais varie d'une ville à l'autre. Ça varie même parfois à Douala. Vous pouvez trouver que le kanfranglais varie d'un quartier à un autre. Donc, ce ne sont pas les mêmes codes qui sont utilisés en fonction des quartiers. Douala, où j'ai grandi particulièrement, moi, j'étais de la cité sikh. Quand je rencontrais quelqu'un de Newbel, il avait une façon, il avait son kanfranglais, j'avais le mien. On se comprenait, bien sûr, mais les codes, ils étaient pas pareils. Donc, et ça fait en sorte qu'il y a ce mélange qui va arriver et ça va créer d'autres langues. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est presque incontrôlable, mais avec ces échanges, je crois qu'on trouvera le moyen de pouvoir les transmettre et s'ajuster à cette réalité. Ok, merci beaucoup. Alors, je vais répondre à la question. Donc, ça fait partie des définitions. Hein. L'objectif de ce point, c'est de partir d'une forme, on s'entend sur les mots, et ensuite, donc c'est pour ça que c'est important qu'on définisse un petit peu déjà le contexte sociolinguistique. On a des réalités différentes déjà. Alors, quelles sont les théories, comme le demandait Monsieur Batoum? Bon, il y en a plusieurs, hein, mais on ne va pas rentrer dans un exercice purement universitaire. Mais dans les différents courants de traduction, en termes d'approche, donc il y a une approche linguistique où la démarche centrale est plutôt de définir comment transposer donc les structures. Et donc les mots-clés, là, le concept clé, c'est comment on trouve des équivalences quand on fait un travail de traduction, on essaie de définir des procédés de traduction. Il y a une approche interprétative où là, on travaille beaucoup plus sur ce que signifie le texte. Et donc, en face, on a une réflexion. Le concept clé va plutôt être donc la déverbalisation et un travail sur le sens. Donc, les traducteurs qui sont là pourront réagir au fil de ces différentes approches de la traduction. Donc, il y a une approche fonctionnaliste. Ça, j'ai découvert un petit peu, parce que je ne suis pas un spécialiste sur les différents courants de traduction ou de traductologie. Donc, à quoi sert le texte cible et en face, donc le concept clé va être le scopos. Ça doit parler à certains. Et il y a une approche qui est entre la littéraire éthique, c'est-à-dire comment respecter l'autre, c'est-à-dire en tant que lecteur, en tant que traducteur, comment je respecte la pensée, la philosophie de celui qui écrit, et comment je m'inscris dans une forme d'altérité. Et en face, le concept va être vraiment entre la source et la cible, c'est-à-dire, oui, je traduis, mais comment je fais en sorte que la cible puisse recevoir le texte qui va être traduit. Et puis, il y a une approche un peu plus descriptive. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais l'idée là, c'est surtout de pouvoir maintenant se poser la question, nous, en tant qu'Africains, avec cette réalité qui déjà entre le Cameroun, le Burkina et le Congo, on est déjà sur 3 réalités différentes. Hein. Donc, comment on va se positionner sur ces questions? Alors, je vais essayer de parler le moins possible.
Mais Sandra, est-ce que ces définitions-là, ces différentes définitions de la traduction te parlent? Et comment, du coup, aujourd'hui, quelles sont les formes de traduction les plus usitées, les plus utilisées? Quels sont les courants les plus utilisés quand on veut traduire un texte en langue douala ou en langue bassa, en français? Quelles sont les démarches les plus utilisées? Est-ce que c'est quelque chose que tu sais, que tu as analysé, sur lequel tu peux t'exprimer? Alors, merci. Et je ne vais pas jouer les usurpatrices, hein. Je ne suis pas traductrice. Je parle non seulement en tant que chercheur, mais en tant qu'une personne curieuse qui aime bien aller au-delà. Et puis, ma posture d'enseignante et chercheur aussi m'amène très souvent à me poser un certain nombre de questions. Alors, pour ce qui est de la traduction, c'est vrai qu'à la base, peut-être Ray, qui est beaucoup plus proche du sujet de traduction, nous édifiera davantage. Pour ce qui est de la traduction, je dirais qu'à la base, on part généralement d'une langue A vers une langue B. Mais la réalité africaine et camerounaise, davantage le contexte que je peux prétendre connaître, la réalité camerounaise va faire que on n'est plus ce schéma classique, c'est-à-dire d'une langue A à une langue B. Parce que comme je l'ai expliqué, déjà pour ce qui est du français, on parle maintenant des variétés du français. C'est pourquoi on ne dira même pas forcément qu'un texte est écrit en français. On va dire qu'un texte, il est francophone. Mais c'est quel français? Parce que le français, effectivement, Ray en a parlé, le français de Yaoundé aura des déclinaisons que le français de Douala n'aura pas forcément. Et ces variétés du français sont elles-mêmes davantage influencées par nos langues locales, premièrement, mais aussi par l'argot. Et on distingue dans l'argot que les autres, l'argot qu'on a pris à l'Occident, mais nous aussi, on a une autre forme d'argot. D'abord, le pidgin en fait partie. Même le pidgin a plusieurs déclinaisons, comme on l'a dit. Le pidgin de Bamenda, c'est pas le même pidgin que Douala, c'est pas le même pidgin que Aboya, c'est pas le même pidgin que Yaoundé. C'est pareil avec le camp franglais. Donc, ça fait que la traduction, à mon humble avis, va davantage se complexifier, mais ce n'est pas pour nous décourager. En réalité, cette complexité devrait plutôt nous amener à réfléchir à quel procédé. Alors, un schéma simple auquel j'ai pensé par rapport à notre échange de ce soir, c'est que si à la base, on partait d'une langue A pour une langue B, aujourd'hui, sachant que un texte, il peut être francophone, mais il traverse plusieurs matrices culturelles. Parce qu'on sait que la langue est vectrice de culture. Il va donc traverser plusieurs matrices culturelles au regard de ce que j'ai énoncé tout à l'heure. On aura le français qui sera mélangé à l'argot, qui va prendre un peu dans ma langue maternelle, qui va prendre dans le verlan, ce qu'on appelle à l'envers. Et maintenant, même ce verlan-là, il y a des niveaux de verlan. Donc, au lieu de partir d'une langue A, comme on savait avant, peut-être qu'il faut traduire du français vers l'anglais, on peut avoir ce schéma. On va partir d'une langue avec ses variétés, le contexte social dans lequel celui qui a écrit a pensé son texte, la culture, l'identité. Ça, c'est pour la langue A, par exemple le français. Lorsqu'il va vouloir aboutir à la langue B, on prend un exemple simple, l'anglais. Ce sera pareil. Il faudra maintenant qu'il pense d'abord à la langue initiale, mais aussi aux variétés. Quel est le niveau de langue qui est adopté dans le texte qu'on va traduire? Quel est le contexte social? Il faut tenir compte du contexte social du texte d'origine. Et ensuite, il faut tenir compte de la culture. Quel est le message que l'auteur souhaitait passer? Il faudrait qu'on se rapproche au maximum, qu'on soit le plus fidèle possible à l'idée, à la pensée, à l'identité, à la culture, au contexte social que l'auteur de base a voulu véhiculer à travers son œuvre pour transposer cela dans l'autre langue. Donc, voilà un peu la complexité dans laquelle on se retrouve avec notre contexte socio-linguistique. Merci. Je n'aime pas trop être trop longue. Je préfère aller étape par étape. Et puis, s'il y a des éléments à ajouter, j'y reviendrai et les autres panélistes pourront compléter. Merci. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Alors, avant que je donne la parole à Ray, qui est effectivement le traducteur
présents. Et le relecteur aussi, c'est très important parce que les relecteurs font un travail de censure. Je lance la polémique. On y reviendra. On y reviendra sur cette question. Je voudrais avoir l'avis d'Afissatou sur cette question en partant d'un genre particulier sur lequel on a été obligé de souvent faire de la traduction. C'est le genre du conte, par exemple. C'est-à-dire, par rapport à tout ce que l'on dit, comment, dans l'observation que vous faites, si vous avez eu à la faire, quels sont les procédés les plus utilisés de traduction de cette tradition orale et qui s'expriment dans les textes de contes publiés à Ouagadougou? Vous m'entendez, Afissatou? Oui, je vous entends. Ouais, donc là, je vous ai posé une petite colle, là, mais, mais c'est pour être concret. Oui, en tant qu'enseignante. Allez-y. En tant qu'enseignante et lectrice aussi, les différents procédés de traduction que nous rencontrons souvent dans les œuvres, c'est que, comme Sandrine l'a dit, nos lecteurs, nos écrivains s'efforcent d'écrire en français, voilà un français correct. À ce français correct-là, on peut rencontrer souvent des mots qui ont trait à la langue nationale, ou du moins à nos langues locales. Donc, je me dis que là, nous avons le reflet de l'identité culturelle de l'auteur qui apparaît, parce que quand on prend des œuvres et qu'on rencontre des mots en djoula, des mots On vous entend plus. Est-ce que vous m'entendez, Afissatou? Moi, j'entends très bien. Ah, ok. J'entends oui, plus rien. C'est peut-être Afissatou qui a un souci. Bon, on va refaire le test. Morophone ou bien djoulaphone ou bien. Alors, on n'entend pas Afissatou. Je ne sais pas si d'autres personnes l'entendent. Non, Non, elle a un souci. Je vais reposer la question à Afissatou tout à l'heure parce que ça me paraît très important, la traduction des contes. Alors, Ré, la question, elle est pour toi. Déjà, comment tu réagis à cette question-là en tant que traducteur? À quelle question, s'il te plaît? Alors, la question, c'était, on a décrit un petit peu plusieurs profils plusieurs genres de traduction, plusieurs écoles de traduction. Oui. Quelle est celle que tu utilises? Est-ce que tu es plus dans une démarche interprétative? Est-ce que tu es plus dans une démarche purement linguiste? Tu vois, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Par quel procédé toi tu fais ce travail de traduction? Bon, déjà, il faut avouer que moi, j'ai pour habitude de me compliquer la tâche. Donc, je n'utilise pas de procédé, aucun procédé classique. Ce que j'essaie de suivre, c'est l'auteur. Il y a quelques années, j'ai été appelé
au Ghana pour un atelier qui visait à comprendre le mécanisme de production d'écrits chez nos auteurs. Qu'avant, pour traduire, c'était un peu plus simple. On pouvait y aller, le français était très compréhensible, l'anglais, l'espagnol, tout ce qu'on voulait. Aujourd'hui, on pense dans une langue, on traverse diverses influences et on écrit dans le produit de tout cela. Donc, la langue dans laquelle on a pensé, les langues qui viennent influencer ce que l'on reçoit et maintenant le produit. Donc, voilà déjà ce qu'il faut faire. Il faut pouvoir se situer à la place de l'auteur. Donc, moi, j'écris, je traduis depuis la position de l'auteur. Tout à l'heure, tu as parlé du relecteur et la question, elle revient toujours. Est-ce qu'on traduit spontanément ou alors il faut d'abord s'assurer qu'on peut traduire ce texte-là? Est-ce que ces éléments sont cohérents? Est-ce que ces éléments sont corrects? Est-ce que ces éléments sont même authentiques ou crédibles pour pouvoir dire, mais dans le contexte, pas de façon théorique, mais dans le contexte d'écriture, est-ce que c'est suffisamment crédible pour pouvoir être traduit? À cet instant, on va se mettre à la place. Moi, j'opte plutôt pour la posture du traducteur, ce que j'appelle très souvent le human translation. Donc, je vais me mettre dans la position de l'auteur, celui qui a écrit. Quelle est son écriture? Quelle est sa vision? Quel est son style? Sur quoi il se base et se fonde? Donc, je vais travailler dans ce sens-là afin de rendre un texte qui, parfois, est le plus proche possible de ce que l'auteur est en train de prendre. Pourquoi? Tout simplement parce que je me dis qu'il y a souvent deux auteurs. Il y a l'auteur du texte source et l'auteur du texte cible. Maintenant, le texte final, c'est le traducteur qui l'a. Parfois, vous avez deux textes, vous prenez le même livre dans deux langues différentes. Vous avez ce que l'auteur a écrit et vous avez ce que le traducteur a écrit. Parfois, on célèbre le talent du traducteur en se disant « Ah non, mais cet auteur, il est fort. » Mais en fait, c'est le traducteur qui l'a été. Parce qu'il y a des textes sources, quand vous les lisez, c'est pas la même chose. Ils sont nettement moins bons, de moins bonne qualité que ce qui a été traduit. Ça arrive. Le traducteur peut être un niveau au-dessus. Et ce n'est toujours pas de la traduction, c'est tout autre chose. Parce que la traduction, il faut faire en sorte qu'on se retrouve pas collé à l'auteur pour faire une traduction littérale, mais être le plus proche possible de la littérature de cet auteur-là. Donc, c'est la posture que je prends. C'est vrai que c'est la plus complexe parce qu'à des moments, le nombre de mots même compte. S'il y a un texte qui a 10 000 mots, votre traduction vient en présenter 15 000. Je crois qu'il y a un souci quelque part. Il y a un souci quelque part. Il y a beaucoup trop de choses qui se sont ramenées, qui ne font pas partie de cette littérature. Parce que là, on commence à donner ses idées, on commence à prendre ses propres positions, on commence à établir ses ambitions. Si j'avais été l'auteur, moi, j'aurais fait ceci et on va traduire comme cela. Donc, parfois, il faut aller même jusqu'au nombre de mots. Et est-ce que si on met sur la balance, en termes de kilos, véritable kilo, un livre, si ici il pèse 5 grammes, est-ce qu'il pèsera 5 grammes de l'autre côté aussi? Ou alors est-ce qu'il pèsera 5,3 grammes? Ou alors est-ce qu'il pèsera 10 grammes? Donc, il y a tous ces éléments que moi je prends en compte quand il faut traduire pour que le lecteur reçoive à la fois l'idée de l'auteur, son écriture, ses perspectives, ses ambitions, sa culture. Donc, j'ai fait l'effort de ne pas dénaturer ce qu'il a. Sinon, le lecteur ne reçoit pas l'auteur. Il reçoit une idée de cet auteur-là. Et pour moi, ce n'est pas... c'est plus facile d'aller dans ce sens-là, mais je dis toujours que c'est une traduction qui se fait d'un travail qui a été proposé. Alors, c'est très intéressant ce que tu précises. En t'entendant, je pense que tu traduis principalement du français vers l'anglais ou vers une langue européenne. Les deux sens, du français vers l'anglais, de l'anglais vers le français. D'accord. Parce que si tu avais à traduire du lingala vers le français, je pense que d'un texte de 10 000 mots, tu passerais à un texte de 15 000. Parce que c'est des images. Oh, bon. Ça, justement, c'est parce qu'on ne comprend pas le lingala. Et le traducteur doit vraiment... Parce qu'il y a des moments où on dit que les langues des autres ne sont pas suffisamment fournies pour traduire ce qui se dit chez nous. Et moi, la question que je pose, c'est est-ce qu'on s'est suffisamment fourni en langue des autres? Déjà, pour pouvoir dire certaines choses. Parce qu'il y a des éléments chez nous, c'est vrai, on dit que ces éléments n'ont pas leur traduction. Mais si on maîtrise, je parle pas de... Là, on peut connaître une langue de façon superficielle. Ce qui va faire en sorte qu'un mot, on va le traduire en 10 mots.
Mais quand on fait suffisamment de recherches, la traduction prend du temps justement pour cela. Quand il y a des traducteurs, vous donnez un texte aujourd'hui, dans une semaine, vous l'avez. Non, ce n'est pas la traduction qui a été réalisée. Il faut faire de la recherche, même quand on connaît ces langues, le français ou l'anglais, même quand on prétend les maîtriser, par exemple dans mon cas, il faut toujours faire de la recherche pour être certain que ce que l'on dit est ce qui se rapproche le mieux de cela, pas juste ce que le dictionnaire est en train de nous dire. Là, on court le risque d'utiliser justement, de passer de 5 000 à 10 000 mots. Si moi je dois traduire en lingala et que j'ai une base du lingala, je dois traduire du lingala vers le français, j'ai une base ou vers l'anglais, ce que je vais faire, c'est aller approfondir mes connaissances en lingala. Parce que je sais très bien qu'il y a des choses qui sont dites à diverses échelles. Et il y a un vrai lingala, donc celui qui est dit de façon bien soutenue, il faut le connaître aussi. Et une fois qu'on l'a connu, maintenant on revient et avec ce qu'on a d'une autre langue. Tu parlais des équivalences, donc il faut maintenant voir quel est le poids. On va mettre des mots sur la balance. Quel est le poids de ceci, quel est le poids de cela, et éviter le raccourci d'une interprétation justement qui va faire passer au triple du nombre de mots, par exemple. Alors, je vais revenir vers Afissatou. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends bien. Alors, on vous a un petit peu perdu dans l'échange. Il y avait un problème technique. Effectivement. Effectivement. Donc, est-ce que vous pouvez revenir sur ce que vous disiez? C'était très intéressant. J'étais en train de dire qu'en tant qu'enseignante, les œuvres que nous avons l'habitude d'étudier avec les œuvres au programme, que nous étudions avec les élèves, il y a que, à côté du français, nous avons aussi des expressions dans les langues nationales, ou du moins des mots dans les langues nationales que l'auteur insère peut-être par emprunt, si je peux me le dire comme je peux le dire comme ça. Voilà, il utilise ce procédé-là. Mais en réalité, en bas, il essaie d'expliquer, il donne une note en bas des pages pour expliquer ce que le mot veut dire dans la langue. Et comme nous connaissons presque nos auteurs, immédiatement dans la lecture, on s'est dit que c'est tel, il est de telle ethnie, voilà, il est de telle culture, voilà. Donc je me dis c'est une part de la culture de l'auteur qu'il fait transparaître dans son écrit, ou du moins ce qu'il transpose dans son écrit, voilà. Et à côté de ces auteurs-là, des auteurs qui font en même temps le français et les langues nationales, nous avons aussi des auteurs qui se démarquent de cette situation-là, qui écrivent typiquement en langue nationale, en langue locale, voilà, et qui s'efforcent aussi de traduire pour le lecteur, pour faciliter la tâche au lecteur. C'est ce que j'ajoutais en fait, et bon, j'ai été interrompue. Merci. Alors, j'ai toujours sur la question donc des stratégies de traduction. Je pose maintenant ma question plus clairement, cette fois au relecteur qu'est Ray. Je suis allé plusieurs fois au Salon du Livre de Dakar et ce qui m'a surpris là-bas, c'était la radicalité de la position de certains tenants du système éducatif, selon lequel soit on parle français, soit on parle une langue locale. Mais il n'est pas question d'introduire des langues locales dans le texte. Et dans le texte écrit en français. Et je pense que quand on lit beaucoup la littérature sénégalaise, par exemple, on se rend compte qu'il y a très peu de termes entre guillemets africanisés, si vous me permettez le terme, et ainsi de suite. Alors qu'en Afrique centrale, quand je prends la littérature camerounaise ou la littérature congolaise, au Cameroun, on va voir le pidgin exister, le cam franglais exister dans certains textes, pas tous, hein, mais si je prends un auteur comme Ganang, par exemple, on va voir beaucoup le parler vraiment tel qu'il est exprimé dans les sous-quartiers de Yaoundé ou de Douala, comme il le dit. Et dans la langue, pour les auteurs congolais, par exemple, chez Sony ou chez Henri Lopez, on va avoir des formes syntaxiques qui sont purement tirées du lingala, mais qui sont écrites en français.
Et au Sénégal, on aurait dit que c'est mal écrit. Un relecteur aurait dit que c'est mal écrit. Alors que l'écrivain a choisi de faire superposer les deux langues et que c'est un choix. Alors, quand vous vous retrouvez, Ray, face à des textes on a l'impression que l'écrivain ne maîtrise pas la langue française, que faites-vous en tant que relecteur? Vous corrigez ou vous discutez avec l'écrivain pour savoir si c'est un choix d'avoir africanisé la langue, d'avoir africanisé la tournure, pour utiliser un terme que tout le monde comprend? D'accord. Ce que l'on fait très souvent, c'est observer le contexte. Dans mon cas, je pose très peu de questions aux auteurs dans ce sens-là. Je crois que j'ai suffisamment de marge sur leurs 90 pages, 100 pages, 200 pages pour comprendre s'ils l'ont fait exprès, s'ils ne maîtrisent pas la langue, ou alors si c'est une fantaisie ou toute autre chose là. Donc, j'ai 200 pages pour le comprendre. Et au bout de quelques pages, je peux réaliser qu'effectivement, l'auteur est dans cette démarche où il va laisser le contexte s'exprimer librement. J'ai eu un petit choc, c'était au début des années 2000. J'ai écrit un texte sur une petite nouvelle en franglais. C'était un chauffeur de taxi et tout le reste là, qui racontait un peu sa journée à d'autres, le temps d'un petit break quelque part. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je l'envoie à un enseignant d'université et il a juste écrit là-dessus, ce n'est pas de la littérature. C'est ce qu'il avait écrit. Et c'est ce qu'il a écrit dessus. Et là, nous sommes au début des années 2000. Je me souviens que c'était encore très compliqué de faire entrer certaines choses d'une certaine façon dans l'esprit. Bon, il me connaissait bien. Il s'est demandé, mais pourquoi, à un niveau de langue que j'ai, je vais écrire quelque chose qui n'est même pas de la littérature, qui ne servira à rien. Donc, et cette approche-là m'a fait comprendre une bonne fois pour toutes qu'il faut lire les contextes avant de prendre des positions, avant de condamner ou toute autre chose. Un auteur qui propose un texte avec des mots de la langue, avec de l'argot et tout le reste, est-ce que son contexte le demande? Est-ce que son contexte le demande? Si son contexte, il va le demander, alors il va le faire. J'ai été approché pour traduire Emma de Jane Austen en camp franglais. Alors, quand vous regardez ce que Jane Austen écrit, son style et tout, ça, c'est du classique pur et tout, le vrai classique britannique. Et là, maintenant, on me demande de le traduire en camp franglais. Et quand j'ai rendu le premier chapitre, ils m'ont demandé, mais pourquoi tu l'as écrit de cette façon? Je leur ai dit, en fait, vous m'avez demandé d'écrire en camp franglais, donc je l'écris pour que ceux qui sont du camp franglais le lisent. Je ne l'écris pas pour l'élite. Je le traduis là maintenant pour que celui du camp franglais le lise et qu'il, si jamais il le lit et me dit ça, c'est pas du camp franglais, j'aurais raté ce qu'il y a. Et il fallait toucher justement ce camp franglais d'aujourd'hui qui est assez faux et assez dynamique. Le relecteur doit comprendre la folie de l'écrivain. Il doit pouvoir comprendre cela. Les écrivains aujourd'hui ne sont pas raides comme ceux d'avant qui suivaient une certaine ligne et se disaient Alors, on n'entend plus Ray. On l'a perdu pour quelques instants. Je pense que le temps qu'il revienne, je vais un peu aller dans sa suite pour soutenir, pas étayer, je ne vais pas expliquer son idée, mais pour agréer ce qu'il est en train de dire. Parce que pour ce qui est de la traduction, je pense que ce soit l'écrivain ou le traducteur ou encore le relecteur, il faut toujours qu'il y ait une synchronisation entre ces diverses entités. Un écrivain n'écrit pas pour lui, il écrit pour un public, il écrit pour être lu, pour être compris et peut-être pour passer un message. Donc maintenant, les choix linguistiques qu'il fait sont d'abord fonction de son contexte. Quoi qu'on dise, il est toujours influencé par son contexte. Alors et du message qui est porté par son œuvre, sa cible qu'il veut toucher, c'est peut-être la jeune génération qui est influencée par, comme chez nous, le bolé, le verlan, le pidgin et tout. Il y aura forcément des expressions à l'intérieur pour que ce public-là se retrouve dans son œuvre, pour que ce public se reconnaisse dans ce qu'il dit. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, et ça permet d'arriver peut-être, j'anticipe sur une des questions qui a été posée là, quelle est la position du lecteur et est-ce qu'on doit rester rigide?
rester figé sur les traductions classiques. Je crois qu'on a abordé ce point peut-être avant que la personne nous pose aussi la question pour dire que aujourd'hui, la traduction ne peut plus se faire juste d'une langue à une autre parce que au-delà de la langue, il y a une pluralité de cultures, d'identités, de contextes dont il faut tenir compte. C'est pourquoi on ne peut vraiment plus, dans le contexte africain, se limiter à traduire de la langue A vers la langue B. Je ne sais pas si Ray est revenu. C'est ce point que je voulais ajouter pour ne pas laisser le vide. Merci. D'accord. Mais Afissatou voulait réagir aussi, donc je te la laisse réagir. Bon. Je voulais ajouter que j'ai eu à approcher quelques écrivains sur la question. Ils m'ont fait savoir que c'est non seulement un souci des lectorats, premièrement, et c'est également le fait d'être alphabétisé dans la langue française. Quant au problème, ou du moins à cette manière particulière pour les écrivains d'utiliser la langue locale à côté du français, mais le reproche a été fait aussi à bien d'écrivains, hein, comme Amadou Kourouma, avec son œuvre Les Soleils des Indépendances. On lui a reproché d'africaniser le français. Et je pense que la logique, c'est dans cette logique-là que beaucoup écrivent. Voilà, peut-être ils ont été marqués par cet auteur, ou du moins ces auteurs, voilà, qui essaient de faire transparaître dans leur écrit en langue française des mots emprunts de la langue locale aussi. Est-ce que Kourouma, par exemple, a fait des petits au Burkina Faso? Quand vous observez la littérature locale, burkinabé, est-ce que il y a des auteurs qui se sont employés à sortir de la langue classique française pour essayer d'aller vers quelque chose d'un peu plus original, d'un peu plus moré ou d'un peu plus peul, si je peux le dire? Ils sont nombreux, mais ils ne sont pas connus. Pour nous qui sommes au lycée, par exemple, on n'a pratiquement pas d'œuvre en langue nationale dans le programme. On a des écrivains qui ont écrit en langue française, dont leurs œuvres figurent au programme de nos classes, de nos différentes classes. Mais l'œuvre typiquement en langue n'existe pas. Donc, pour notre culture, on se perd des œuvres, on les lit en langue, mais bon, aussi la langue utilisée est vraiment, disons, très, 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 très soutenue, à tel point que, bon, souvent on lit, mais on s'apaisantit, ou du moins on se rabat sur le français pour comprendre. Si je prends un des doyens de la littérature burkinabé, Maître Titenga Frédéric Passéré, dans son œuvre Saralgo, qui est écrit en français et en moré, et à côté, il a songé au lecteur, je peux le dire, traduire l'œuvre en français. Voilà. Donc, en même temps, on apprend en lisant dans la langue morée, et à côté, nous avons la traduction littérale. Il y a comme Ali Tiemtoré qui écrit en langue mori. Et à côté de ceux-là aussi, il y a les dulaphones aussi qui écrivent même en fulfulde. Mais la plupart de ces écrits-là sont axés sur la sensibilisation, voilà, au niveau local. Mais n'empêche qu'il y a assez d'écrits en langue nationale. Voilà. Merci bien. Merci beaucoup, Afissatou. Alors, il y a des questions, j'essaye de regarder en même temps les questions qui se posent. Il y a quand même quelque chose de très intéressant que dit
que dit Afisatou, c'est que donc il existe au Burkina des auteurs qui écrivent des textes de la poésie, des textes dans les grandes langues ou même dans les langues du pays. La question que j'ai envie de poser, c'est est-ce qu'ils trouvent des traducteurs? Est-ce qu'il y a une dynamique de production de traducteurs localement qui s'intéressent à faire passer ces textes-là du moré au français, du peul ou du sénoufo au français? Ça, c'est la grande question que je pose. Comment ça se passe du côté du Cameroun, Rey, là-dessus? Est-ce qu'on connaît de grands auteurs historiquement qui écrivent on a ça au Sénégal, mais est-ce qu'on connaît des grands auteurs camerounais qui écrivent en boulou, en bassa, et qui ont été traduits, ou qui se sont traduits eux-mêmes, peut-être? Je ne sais pas si tu m'entends. Je ne sais pas si vous m'entendez. On n'entend pas Ray. Ok. Concernant le cas du Cameroun, il faut que j'y aie un premier. Concernant le cas du Cameroun, je regarde à mon esprit et des auteurs de la trame de Ngugi wa Thiong'o qui ont travaillé dans ce sens et qui sont traduits. Historiquement, nous n'avons pas, là je le dis avec vraiment le peu de connaissances que j'ai là-dessus parce que je n'ai pas eu à rencontrer ce type d'auteur qui a écrit dans une certaine, qui a écrit dans cela peut-être en douala, en bassa, en foufoul ou en autre chose et traduit en français et dont les livres ont fait ou alors les livres ont animé l'actualité littéraire. Ça, je l'ai pas encore rencontré, ça, je l'avoue. Il y a plutôt eu des travaux qui ont été proposés. J'appartiens à un groupe de traducteurs qui sollicitaient qu'on prenne les textes, justement, des classiques de nos langues et autres choses, que ce soit même des contes, que ce soit des histoires de chez nous, et qu'on essaye de les traduire en français ou en anglais pour les populariser. Bien, il y avait un côté maintenant qui trouvait qu'il y a déjà des textes aujourd'hui qui méritent qu'on puisse les mettre dans d'autres langues, qu'on se comprenne avec les langues d'aujourd'hui. Donc, c'est un peu complexe dans ce sens-là. C'est une question d'intérêt aussi que j'ai surtout rencontré. Parce que quand je discute avec les autres traducteurs, il y a une question qui arrive toujours. Quel est l'intérêt de le faire aujourd'hui? Donc, voilà. Pourtant, on est beaucoup plus prompt à traduire. On a plus envie d'aller vers nos chants, nos contes, et tout autre chose, ce qui est très bien, je trouve même, et démontrer qu'il y a toujours eu cette littérature, que le conte, on ne l'a pas appris parce qu'on allait lire 2 ou 3 fables, que le conte, il ne nous a pas été rapporté, mais qu'on ne l'avait pas seulement écrit. Aujourd'hui, on peut aller écouter ces personnes et ramener ces contes au goût du jour. Bien sûr, il y a certaines démarches qui ont déjà été entamées dans la région de l'Ouest Cameroun, de l'Ouest Cameroun, pour voir comment des histoires, des anecdotes de certains temps peuvent revenir, peuvent arriver au bout du jour. Pour cela, il faut aller écouter ces personnes et ramener dans une autre langue. Le prince Koumandoumbé, dans son édition Afrique à venir à Douala, et dans sa bibliothèque Cheikh Anta Diop, il a des livres justement avec des voix, des livres qui portent des voix des anciens, des centenaires, qui ont donné leur perspective, qui ont dit des choses, qui ont raconté des histoires et qui ont vécu les guerres, mais qui n'ont pas été popularisées. Donc, ça reste toujours dans un domaine très fermé vers lequel on va très peu, parce qu'on va se dire, bon, quel est l'intérêt d'aller vers cela aujourd'hui? Si on doit prendre des anciens, des centenaires qui ont produit des choses en Mendoumba, mais de façon orale, parce qu'on est allé plutôt enregistrer leur voix, c'était pas des textes écrits. Aujourd'hui, s'il faut les ramener déjà, il faut les transcrire et les traduire, on va se demander, oui, mais pour quel intérêt aujourd'hui? Parce qu'on pense un peu plus à la question lecteur direct et la question financière, qu'est-ce que ça va rapporter aujourd'hui en termes historiques, de recherche, d'histoire, de présence même déjà
en littérature, même si elle est orale, oui, mais en termes de gain direct aujourd'hui, on va aussi demander quel est l'intérêt de fournir autant d'énergie pour quelque chose qui ne rapporte pas tout de suite. Donc, à ma connaissance, je n'ai pas traduit et qui anime les débats littéraires. Alors, la question économique est introduite. J'ai une question à Sandrine Yébé. Sauf si elle veut réagir sur ce qu'elle a indiqué, je vais lui poser ma question. Oui, vas-y pour la question. Peut-être je vais fusionner tout à l'heure. Vous êtes une spécialiste des sciences de l'éducation. Donc, on est quand même face à un dilemme, face au plurilinguisme qu'on a constaté dans plusieurs pays, qui se manifeste de manière très différente, de manière frontale, par exemple, au Burkina Faso, où là, on a plusieurs langues qui cohabitent à côté de la langue française. On a des langues intermédiaires au Congo, par exemple, comme le Lingala ou le Kituba. Au Cameroun, on a carrément un créole, donc, et pas de langue qu'on peut identifier comme nationale aujourd'hui au Cameroun. Le fait d'avoir des textes que je vais dire un peu créole, qui introduisent des formes avec un français qui est égratigné, qui est un peu africanisé et ainsi de suite. Pour l'enseignant que vous êtes, qui est déjà confronté aux problématiques de comment on va aujourd'hui enseigner le français à des enfants, à des collégiens, mais je pense surtout aux primaires, sans les chicoter parce qu'ils ramènent des expressions africaines dans leur français. Il n'y a plus de symboles pour les en empêcher. Comment vous voyez ce risque-là, puisque ça reste la langue de publication principale au Cameroun? Merci pour la question. Oui, allez-y. Alors, je disais merci pour la question qui me permet effectivement d'ajouter un élément additif. Je ne sais pas s'il s'oppose à ce que Ray a dit, mais je pense que c'est plus un complément. Alors, pour moi, ce n'est pas un risque. Et si c'était un risque, ce sont des risques que j'aime prendre en tant qu'enseignante. Et dans ma classe de français, j'ai toujours justement opté pour ces éléments-là. Parce qu'il faut dire que rester figé sur la grammaire normative que même les Français de France n'adoptent plus véritablement, c'est qu'on s'emprisonne dans un carcan qui nous dessert. Et si déjà la francophonie a adopté les diversités culturelles et linguistiques, c'est qu'ils ont compris qu'il n'y a pas qu'un seul français. Même le français de France n'est pas homogène. Il a emprunté au français, aux franciens, aux normands, aux picards, aux bretons. Je ne vais pas rajouter l'arabe et toutes les autres langues auxquelles le français a emprunté. Donc, il n'y a pas de français homogène. Pourquoi c'est nous, les Africains, qui devons nous limiter? Je pense que c'est une grave erreur. Et comme je l'ai dit, ce sont des risques que j'aime prendre dans ma classe de français. J'ai toujours travaillé avec des textes qui empruntent dans nos langues locales pour montrer aux enfants et surtout pour les intéresser, parce qu'il faudrait qu'ils soient proches, que ce qu'on leur enseigne ne soit plus seulement abstrait. Parce que les pédagogies actives qu'on a introduites dans la politique éducative depuis bientôt 15 ans ou un peu moins partent aussi de là. Avant, une discipline comme le français que j'enseigne depuis près de 20 ans, elle était abstraite, surtout quand on parle de dissertation. Les enfants ne voient pas le lien. Pour eux, la dissertation reste une discipline qu'il faut travailler à l'école. Et donc, à partir du moment où on rapproche la langue de ce qu'ils font au quotidien, de ce qu'ils vivent au quotidien chez eux, elle cesse d'être abstraite. Et on a des textes comme ça. Moi, il y a un justement qui me venait à l'esprit quand Ray parlait, c'est Gouma Djemeya, l'histoire du roi Douala Mangabel, où il y a beaucoup d'expressions empruntées à la langue Douala. Et comme c'est une pièce théâtrale, moi, je me suis amusée à la faire jouer par mes élèves il y a quelques années. Ils ont beaucoup plus compris l'œuvre lorsqu'on l'a mise en scène dans des situations de classe
avec les expressions en langue douala. Et là, ça les amenait à aller demander même à leurs proches, surtout ceux qui sont même douala, mais qui ne parlaient pas la langue à la maison, qui parlaient le français, à aller demander, dans l'œuvre, on a lu telle chose, qu'est-ce que ça voudrait dire? Moi, la journée de la langue maternelle instituée, par exemple, le 21 février de chaque année, m'a amené à ce que chaque enfant puisse se présenter dans sa langue et soit capable d'argumenter pour qu'il comprenne que le français compose avec les autres langues. Pour mieux comprendre le français, il faut comprendre sa langue d'abord, sa langue maternelle, même si le français est devenu la langue maternelle de beaucoup d'entre eux. Donc, je ne trouve pas que introduire des mots de nos parlers locaux dans la langue est un risque. C'est plutôt un enrichissement. Et comme je le dis, même au sein de la francophonie, si à la direction de la francophonie, ils ont compris qu'il faudrait désormais parler de diversité culturelle et de diversité linguistique, c'est parce qu'ils ont compris que nos langues, loin de tuer le français, contribuent à l'enrichir parce que le français lui-même n'a jamais été homogène. Et je suis davantage intéressée aujourd'hui par les écrivains de la nouvelle génération qui écrivent dans leur langue, même si tous ne traduisent pas forcément. Moi, je prends par exemple des livres qui sont écrits en Bassa, qui sont écrits en Etone, qui est ma langue, qui sont écrits en Boulou, en Ewondo. Et quand je ne comprends pas, ça m'amène à aller vers celui qui a écrit éventuellement ou vers un proche, une connaissance qui s'y connaît dans cette langue-là pour davantage moi, apprendre et intégrer, vraiment m'enraciner dans nos cultures d'abord avant de prétendre connaître les autres. Merci. Afissatou, je vois que tu réagis gestuellement. Qu'est-ce que tu as apporté sur cet aspect? Oui, merci bien pour la parole. Je voulais compléter ce que Madame Sandrine a dit, ce n'est pas du tout un risque, c'est plutôt un enrichissement. Et si c'est un risque aussi, au Burkina, nous avons bien pris le risque. Parce qu'à l'heure actuelle et à la rentrée prochaine, il n'y aura plus le français, il n'y aura plus de français qui sera parlé uniquement dans nos écoles primaires. À côté du français, il y aura les langues locales. Il y en avait même, bien avant, il y en avait. Mais c'était fait de telle sorte que ceux du système non formel arrivent à intégrer le système formel sans difficulté. Donc, c'est pour dire que quand l'élève commençait au CM, au CP1 par exemple, il parle le français et à côté, soit le moré, soit le dioula. Voilà. Et au fil du temps, le coefficient baissait en langue nationale pour donner plus dominance à la langue française. Donc, cela facilitait la tâche à l'élève qui venait du primaire, après le CP, d'intégrer le post-primaire, la 6e et en allant. Parce qu'il allait compter et continuer logiquement en français. Mais à côté, quand l'élève apprend dans sa langue, il s'en sort mieux. Il s'en sort mieux. Le côté dissertation dont nous parlons, que nous évoquons au secondaire avec les élèves, ce n'est plus du tout un souci. Et même à partir de la 4e, même l'élève qui vient directement, si nous prenons un élève à partir du non formel, il s'en sort mieux que celui qui a eu peut-être un cursus classique, uniquement le français du CP1 jusqu'au CM2 et aller pour la 6e. Donc, c'est pour dire qu'on devrait désormais faire avec nos langues. Parce qu'il faudrait bien aussi que ces langues évoluent, que nous sachions bien les parler, que nous les maîtrisons et que nous allons maintenant les partager. Parce que qui dit partage, si tu ne comprends pas ta langue, tu ne sais pas bien la parler, ben, ce serait difficile de la partager avec l'autre. C'est ce que je voulais ajouter. Voilà. Et alors, même nous, on parle même de plurilinguisme. Voilà, puisqu'il y a l'introduction de l'anglais aussi au primaire, en plus du français et des langues locales. Donc, du coup, l'élève de CP1, il va se retrouver avec peut-être 3 ou plus de 3 langues. Voilà. Le français, l'anglais et la langue locale. Alors, donc, ça devient assez intéressant en ce moment. Ouais. Alors, bon, il y a une dimension économique dont tu as parlé
Parce qu'on là, on est dans le monde des bisounours quand même. Hein. On est dans le monde. On parle de ces questions comme si les écrivains ne veulent pas être lus par le plus grand nombre de lecteurs, comme si les écrivains qui sont sur le continent ne veulent pas être lus à Paris, à Montréal et ainsi de suite. Et la censure souvent au niveau des ajouts, des africanismes, si je peux dire, tous les termes que vous imaginez pour traduire un petit peu ces mélanges-là. Il y a des grosses censures qui interviennent quand on autocensure ou alors censure du relecteur. Donc là, j'aurais introduit dans le cycle, parce que si on veut que le texte soit lu à Paris, on pense au lecteur parisien, au lecteur de Nice, qui est peut-être plus important dans l'esprit de l'éditeur local que le lecteur de Newbel. Prenons l'exemple de Djaïli Amal Amadou. Bon, elle a eu le Polar, et puis elle a eu le prix Goncourt des lycéens. Elle a vendu plusieurs centaines de milliers de livres en France. C'est un texte très classique dans sa forme. C'est un texte que j'aime beaucoup. Mounial, Les larmes de la patience, devenues les impatientes. Mais dans l'esprit d'autres écrivains qui voient comment la frangine a percé, est-ce qu'ils vont pas s'auto-censurer, entre guillemets? Je pose là comme un pavé, en fait, parce que on parle de traduction locale et ainsi de suite, mais est-ce que les écrivains camerounais ou les écrivains burkinabés écrivent pour les burkinabés et les camerounais? Et du coup, dans ce contexte économique, comment se positionne le relecteur, voire le traducteur? Je pose d'abord la question à Ray. Bon, vas-y, je sens que tu... D'accord, ok. C'est vrai qu'il faut du contexte. Quand on parle, c'est vrai, on veut écrire, on veut bien écrire ce qu'on veut, on veut le faire comme on le veut, mais je crois que si Djaïli s'était autocensuré, il n'aurait pas eu un certain intérêt par rapport à ce qu'elle a produit. Parce que quand elle a écrit Mounial, Mounial ne s'inscrivait pas dans une dynamique de Goncourt ou toute autre chose. Et là, il y a une forme d'intérêt. On écrit d'abord. Moi, je pense que l'auteur, il doit être authentique. Le reste va suivre. C'est vrai maintenant que par-delà la question économique, il y a une autre dynamique. Qu'est-ce qu'on veut voir certains écrire? Mais certains auteurs poussent souvent trop loin le bouchon en se et en prétendant que s'ils ne le font pas, ils ne seront pas acceptés par les autres. Et la traduction littéraire a tendance à suivre ce même élan. On ne peut pas dire, par exemple, que, bon, on en parlait dans la discussion de 11 heures, on ne peut pas dire que des musulmans qui vont recevoir un texte, on ne dira pas qu'on va enlever le commerce du porc dans le texte, seulement parce que la destination, c'est une zone musulmane. Non, on ne peut pas faire ce genre de choses. Ce n'est même plus de la littérature. Je crois que là, maintenant, on va développer ses propres complexes. Cela n'a plus rien à voir avec une censure officielle ou toute autre chose. Chacun se dit, si je veux gagner chez l'autre, peut-être il faut que je lui témoigne un peu de respect. Mais si témoigner du respect est minimiser sa culture, si témoigner du respect est ne pas exprimer son authenticité, je crois qu'on est même plus, on est dans la mendicité. Et à un certain moment, c'est cela que ça devient. Ce n'est même plus de la littérature, ce n'est même plus quelque chose, des lecteurs qu'on cherche. On est vraiment dans parce qu'on se dit, si je ne me mets pas à genoux, si je ne constitue pas paillasson, les autres, ils ne vont pas accepter que j'intègre leur milieu. Aujourd'hui, quand on est relecteur, il y a des consignes que vous recevez même quand vous êtes traducteur. On vous dit par exemple, OK, telle chose. Moi, j'ai eu une commande de traduction une fois où on m'a dit, c'était pour les États-Unis, on m'a dit, OK, on veut seulement ce qu'on appelle le raw translation. Donc, ce que tu fais, tu nous dis juste la base. Donc, tu nous fais quelque chose de façon basique. On veut savoir ce que le type là, il veut dire. Et maintenant, quand je vais regarder ce qui a été publié après de ma traduction, mais même les chiffres ont changé.
Ouais, même les chiffres, ce qui était je sais pas, à 2 millions de morts se retrouve à peut-être, on va te dire 200 000 morts. On va te dire que non, c'est raisonnable. 200 000 morts, c'est raisonnable. On ne peut pas avoir commis autant de dégâts à tel endroit par rapport à ceci. Donc, ceci, c'est raisonnable. Même pour des faits qu'on peut vérifier, vous recevez des consignes comme quoi il faudrait réduire un certain nombre de choses. Donc, quand vous arrivez à un certain stade et vous commencez à penser que c'est l'autre qui ne va pas vous accepter, mais moi je dis, j'ai posé la question une fois dans une conférence de traducteurs, qu'est-ce qu'on sait de l'autre? Est-ce que l'autre nous a dit qu'il veut qu'on préserve son confort de lecture en faisant passer le noir pour un éternel enfant, pour un éternel assisté, pour quelqu'un qui ne peut pas bouger tout seul, pour un handicapé de tout? Est-ce que c'est ce qui a été demandé? Cela n'a pas été demandé. On le fait parce qu'on se sent ainsi et parce qu'on se dit, OK, moi je veux être lu. Mais est-ce que ça garantit donc la lecture? Pas nécessairement. Aujourd'hui, quand un auteur reçoit le Goncourt ou le Nobel ou toute autre chose, la première idée qui passe par l'observateur, c'est il appartient à un c'est telle ou telle autre idéologie. Même si certaines choses sont vérifiables, je dis, il y a quand même une base, il y a quand même des fondements qui sont là. Et est-ce que ces fondements de l'écriture, moi quand je reçois des auteurs qui me disent j'aimerais être publié à l'étranger, voici ce que j'ai produit. Je dis non, ceci déjà, je ne peux pas travailler dessus parce que je n'encourage pas les complexes d'infériorité. Tu me donnes ton texte authentique et on essaie de le faire publier. Je finis avec un exemple bien palpable. Quand les racines chantent, le roman de Daniel Eyango, quand le manuscrit est terminé et qu'il faut trouver un éditeur, certains éditeurs ont carrément demandé d'enlever tout ce qu'il y avait comme douala à l'intérieur. L'endroit où cette dame va couper le sexe de ce prêtre pédophile et violeur, on a demandé de le retirer. On a demandé d'enlever telle autre chose, que ça ne peut pas être ça, ça ne doit pas rester ça dans les idées. Bon, il y a toujours cette question, Gangos, pourquoi quand il faut produire des textes, quand on parle d'échange, quand on parle de transmission, pourquoi c'est toujours à l'Afrique d'ajuster ce qu'elle a à faire et pas de l'autre côté d'ajuster ce qu'il a à faire venant vers l'Afrique? Donc moi, c'est toujours cette question que je pose. Et si on peut un peu plus se la poser, les traductions nous arrivent. Personne ne demande notre avis si on les comprend ou pas, mais les nôtres, il faut qu'on essaie de les ajuster pour que les autres les comprennent. Donc là, déjà, il va falloir que individuellement, chacun réajuste sa pensée et quand il va penser autrement, je crois que ces complexes-là vont disparaître tout seuls. Merci. Alors, Jean-Pierre Noël Batou nous dit qu'il il vise 1 million de lecteurs camerounais. Donc, on espère que son relecteur ne va pas censurer le pidgin ou le camfranglais qui va essayer de faire exister dans son texte. Bon, voilà. Est-ce que... alors, j'aimerais prendre un exemple très précis et qui touche toujours à la question de la traduction. J'ai assisté à un panel, enfin un live, il y a 2 ou 3 ans, où une traductrice, donc c'était un texte antillais, jamaïcain pour être précis, et dans le texte, il y avait des séquences en créole jamaïcain et puis l'anglais classique. Et ce qui s'est passé, c'est que la traductrice française qui a fait la traduction, au niveau du texte français, elle a été fidèle. Par contre, au niveau de la traduction du pidgin, donc du créole, elle a transformé ça en petit nègre, le langage petit nègre. Et donc, les lectrices antillaises qui sont tombées sur le texte étaient folles de rage parce que c'était une insulte vis-à-vis du texte de la langue créole. Mais je pense qu'au niveau du choix de l'éditeur, pour que le texte rencontre un plus grand nombre de lecteurs, l'éditeur a assumé totalement le fait que la traductrice travestisse la langue créole. Donc, il y a des enjeux quand même économiques qui sont importants, des enjeux stratégiques. Et je me posais la question de savoir si les traducteurs sont aussi militants que toi, Ray, quand tu t'exprimes ainsi. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sandrine ou Afissatou, là-dessus.
Alors, pour la question économique, qu'est-ce que j'ai à dire? Quand on écrit, c'est vrai qu'on écrit d'abord pour être lu. Je crois que c'est Pauline, la promotrice d'Acolyte, qui a écrit un texte l'autre jour pour dire est-ce que l'écriture nourrit son homme, est-ce qu'on écrit pour s'enrichir? Je crois que là, c'est un autre débat. Mais moi, j'aurais voulu revenir plutôt, si tu me le permets, sur la question de l'acceptation de chez les autres. Pour dire qu'il y a quelques années encore, on s'insurgeait et on n'est pas sorti de l'auberge de ce que sur les statistiques mondiales, qu'on dise que l'Afrique produit 3% de connaissances sur le plan mondial. Moi, ce sont des statistiques qui m'ont toujours choquée. Et elles sont d'autant plus choquantes parce que justement, même aujourd'hui, et on le voit dans le domaine de la littérature, il y a un autre texte qui a été publié l'autre jour, j'oublie la personne qui a fait ce post, mais je l'ai repartagé pour montrer que lorsqu'on parle des prix littéraires, de la promotion de la littérature, c'est toujours ce qui vient de l'Occident qu'on met en avant. Parfois, même nos propres écrivains, et personne n'a beau écrire ici. Moi, j'ai peut-être écrit, mais il faudrait que l'Occident reconnaisse un jour et m'attribue un prix pour que je sois reçue sur les plateaux de télé, pour qu'on reconnaisse que Sandrine Nébé écrit et tout. Donc, nous ne sommes pas sortis de l'auberge pour ce qui est de la colonisation. La nôtre, elle est davantage mentale que économique, géostratégique et tout cela. Donc, c'est à nous de faire connaître notre culture. Dans notre système éducatif, on nous a ajouté une autre langue qu'est le chinois. Avant, on avait les langues vivantes qu'on apprenait. En plus de l'anglais, il y avait l'allemand, toujours suite à l'histoire coloniale et tout. Il y avait le latin, le grec, ces langues caucasiennes. Maintenant, on nous a ajouté le chinois. Les Chinois, ils ne font pas d'efforts. C'est à nous d'apprendre leur langue parce qu'on aspire à aller chez eux. Et pour aller chez eux, il faut découvrir leur culture. Si nous produisons 3% de la connaissance depuis des centenaires et que jusqu'à aujourd'hui, nous voulons toujours nous mouler selon leur convenance, qui va sortir avec notre culture? Qui va la valoriser si ce n'est pas nous-mêmes? Et j'ai dit au départ de mon propos que la langue est vectrice de plusieurs matrices de culture. Parce que ce soit le français que je vais parler, ou alors les français, parce que mon français va être influencé par mon étone, va être influencé par l'anglais, va être influencé par le pidgin, va être influencé par l'argot, par tout ce qu'on sait. Il n'y a plus donc un français, mais il y a des parlers français. Et de la même façon qu'on accepte qu'il y ait des parlers français, je le disais encore sur l'espace francophone et tout, pourquoi est-ce que nous-mêmes, nous nous auto-censurons? À la base, on écrit pour se faire connaître. Et c'est quand on se fait connaître que le volet économique va arriver par la suite. Je ne nie pas le fait que publier un livre est un coût. Moi aussi, j'en ai publié, je sais ce que c'est. Mais ce qui compte pour moi à la base quand j'écris, c'est de me faire lire, comme Jean-Noël Batoun le disait tout à l'heure. Et donc, parce que je vais être lu, pour un début, je peux même me sacrifier et remettre mes exemplaires gratuitement pour un début. Parce que la base, c'est d'être lu. Quelqu'un peut acheter même votre ouvrage et ne pas le lire. Il va le garder à la maison comme si c'était une pièce de musée. Et donc, même là, le livre n'aura pas atteint l'objectif visé à la base par l'écrivain, c'est-à-dire d'écrire pour porter un message, pour faire connaître quelque chose, pour parler de sa culture, pour aller à la rencontre de l'autre à travers son texte, pour permettre à l'autre de le découvrir par son texte. Donc, pour moi, la question économique, je ne la nie pas, mais lorsque j'écris, elle vient après. Merci. Nafissatou, est-ce que tu souhaites réagir? Oui, je souhaiterais réagir par rapport à cette question. Comme Madame l'a dit, effectivement, la fois dernière, Sandrine Madame Angono a eu à évoquer cette question-là, de la finalité même de l'acte d'écrire. Est-ce qu'il faut écrire d'abord pour le plaisir d'écrire ou bien il faut écrire pour le pécunier? Mais je pense que les deux se rejoignent. Mais le premier, comme Madame l'a dit, c'est on écrit d'abord pour se faire connaître. Voilà. Et se faire connaître, je me dis que l'auteur, à côté de ça, s'il veut le gain, il faut qu'il s'efforce de faire sa promotion, qu'il ne laisse pas sa promotion à la main d'une tierce personne.
il faut que lui-même il fasse sa promotion, ou je dirais premièrement dans les établissements, parce que là-bas, à la faveur de l'instruction, assez d'œuvres sont lues. Et on écrit nos auteurs publient chaque jour qu'ils font, mais ils ne sont pas connus dans nos écoles. Je dirais qu'ils ne font presque pas la promotion de leurs ouvrages, de leurs livres. Et comme madame l'a dit, on peut payer ton ouvrage si le souci, c'est de se faire de l'argent. On peut bien payer l'œuvre, mais ne pas la lire et garder comme on garde peut-être autre objet dans la maison. En ce moment, est-ce que le livre a atteint l'objectif? Est-ce que c'est l'objectif visé par l'auteur? Plus on se fait connaître et plus le gain arrive par la suite, je pense. Merci bien. Alors, nous sommes sur la semaine des traducteurs et des relecteurs. On essaye vraiment d'être centré sur cette dimension-là. Et donc, du coup, au vu de... On a vu au travers de ces échanges que donc l'Afrique, le continent africain est un continent où plusieurs langues cohabitent. Dans chaque pays, au Cameroun, je crois qu'il doit y avoir 200 langues. Au Congo, où il y a 6 millions de personnes, je crois on doit avoir au moins 150 langues. Et donc, le défi, et ce sont des langues qui évoluent. J'ai eu le plaisir, il y a 3 ou 4 ans, de faire la critique littéraire de 2 textes en lingala. Et un texte était écrit en frangala maintenant, puisque le lingala de Kinshasa, par exemple, emprunte énormément à la langue française. Et je me souviens, à l'époque, l'auteur du roman s'appelait, puisqu'il est décédé, Bienvenue Séné Mangaba, avait écrit Sanzanguma, et je lui disais, mais pourquoi, si tu écris en lingala, pourquoi tu mets autant c'est pratiquement du pidgin avec la langue française? Et il me disait, mais moi je veux écrire mon roman tel que les gens parlent dans mon quartier à Kinshasa. Et je trouvais cette justification extrêmement intéressante. La question que j'ai envie de poser aujourd'hui, c'est qu'au vu de cette Afrique qui a plusieurs langues existent à côté des langues héritées de la colonisation, les langues de la colonisation dans lesquelles on publie de manière générale. La première chose que je constate, c'est que les auteurs anglophones ont plus tendance à laisser leurs textes écrits en langue, que ce soit en swahili, que ce soit en shona ou en igbo, à laisser les langues, leurs textes non traduits, non expliqués, comme dans l'espace francophone. Alors, donc ça, c'est la première question que j'ai envie de poser à Ray, c'est comment on explique cela? Chez les auteurs francophones, généralement, il y a toujours des notes de bas de page pour expliquer. Dès qu'on met un petit mot en moré, il faut expliquer, il faut tenir la main du lecteur parce que sinon, il va tomber dans les pommes. Justement, et moi, honnêtement, je suis contre les notes de bas de page, les index et tout. Pour moi, le talent d'auteur peut permettre de faire comprendre tout cela dans le fil de l'écriture. Donc, les notes de bas de page et autres, là, déjà, il faut les laisser tomber. Moi, je pense que c'est quand on n'a pas suffisamment maîtrisé son propre sujet, quand on ne connaît pas, donc on va mettre l'astérisque quelque part, on va aller chercher cet endroit de notes de bas de page et on fait descendre et on va le mettre. Je pose toujours cette question, moi je demande toujours ça à certaines personnes. Pourquoi pense-t-on que les autres n'ont pas besoin de faire un effort de recherche? L'effort de recherche est là maintenant. Aujourd'hui, on a suffisamment de talent pour éviter les notes de bas de page et les index. On a suffisamment de talent pour faire comprendre ce qu'on écrit dans le sens, au fil de la lecture. Déjà, c'est ennuyeux. Non seulement c'est ennuyeux, c'est fatigant de lire, de baisser les yeux, de lire, de baisser les yeux, de lire, de baisser les yeux, ou alors d'aller à la fin du livre pour commencer à chercher, oui, tel mot là-bas, c'est ceci. Donc, on comprend toujours en différé. Et ça, c'est un peu comme
c'est pas un sketch de Patson, si je ne me trompe pas, qui disait qu'il a fait son spectacle devant des Chinois. Après, personne n'a ri. Il est rentré, ils sont allés rire chez eux parce qu'ils vont comprendre ça plus tard. Donc, c'est un peu ce type de choses. Donc, vous lisez un livre là, bah, après, vous vous dites, d'accord, après ça, je vais maintenant aller prendre tout l'index et je vais le comprendre plus tard. Ça, c'est le premier point. C'est pour être vraiment simple. Maintenant, l'autre aspect qui est un peu plus vrai, c'est qu'ils n'ont pas le complexe que nous avons. Prenons des auteurs et parlons-nous franchement. Quand vous regardez les Chinois HB, commençons avec Amos Tutuola. Quand vous regardez Amos Tutuola, Chinois HB, Wole Soyinka, on va continuer à grandir. Vous allez prendre Ngugi wa Thiong'o et tous les autres là. Maintenant, vous venez de l'autre côté. Vous prenez nos auteurs qui, eux, ont tellement voulu être compris, ont tellement voulu être au niveau de leur maître qu'ils se sont mis à léguer une certaine façon de pratiquer la littérature. Nos écoles n'aident pas dans cela. Je vois j'appelle ça le mauvais héritage. Parce que nos institutions aussi n'aident pas non plus. Quand on écrit, il faut d'abord avoir cette fierté. Je viens de lire Natacha qui dit qu'elle écrit pour elle-même. Natacha Odona dans les commentaires, qu'elle écrit d'abord pour se libérer. Après, le lecteur, elle verra bien. Après, elle va partager et peut-être un jour, elle passera au lecteur. Mais d'abord, on se libère. Mais quand on se libère, qu'est-ce qu'on écrit? Qu'est-ce qu'on va écrire? Si je veux dire qu'aujourd'hui, j'ai mangé de héros. Bon, quand c'est hamburger quelque part, oui, je me souviens que les tout premiers textes, avant qu'on comprenne ce que voulait dire hamburger, les premiers textes nous disaient dans le fil du texte ce qu'était hamburger. On avait cette saveur, on avait l'émotion même que ça procurait chez le touriste. On avait pas mal de choses. Oui, on voyait ça. Alors pourquoi aller s'encombrer de certaines choses qui vont un peu plus démontrer qu'on a toujours à cœur de faire plaisir, comme si l'autre il ne comprendrait jamais. Mais il doit comprendre. On dirait que l'effort de compréhension est purement africain. C'est nous qui devons faire l'effort de tout comprendre. Les autres, il faut plutôt marcher et leur permettre de rester dans leur confort, sous le simple prétexte qu'on cherche à avoir un prix, on cherche à avoir plus de lecteurs. Non, on n'aura pas plus de lecteurs, on n'aura pas plus de prix. Et je crois qu'on aura plutôt moins de fierté et on continuera à faire le jeu de l'autre en refusant de se dire, j'ai dit Ndolé, au 21e siècle, on n'explique plus Ndolé. Non, il faut qu'on comprenne que ça évolue. Je ne vois hamburger, sushi expliqué nulle part. Au 21e siècle, on ne peut plus écrire héros, Ndolé, coquille, et on se met à expliquer. Non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Il y a déjà des voyages, des documentaires, il y a énormément de choses qui peuvent instruire le lecteur. Donc aujourd'hui, pour finir, je vais dire, on est dans un monde qui avance et l'auteur qui produit encore, en faisant ces notes de bas de page sur des choses qu'on connaît déjà, je crois qu'il ne maîtrise même pas encore ce qu'est la littérature. Peut-être qu'il faudrait qu'on la redéfinisse aujourd'hui. Alors, on est en... Je n'ai pas vu le temps passer. Je prie de m'excuser vraiment, chers internautes qui réagissaient dans le cadre, parce que je n'ai pas pu glisser vos questions. Je suis obligé de demander à nos panélistes un petit peu comment ils voient les choses, mais vraiment en s'inscrivant, et ils vont essayer d'être très synthétiques en 2-3 minutes max, comment ils voient l'édition avec une lecture, une vision de la relecture et de la traduction s'inscrivant dans des codes beaucoup plus ancrés sur les réalités socio-linguistiques. Est-ce qu'il y a des pistes d'action? Comment pousser plus nos textes à être plus ancrés dans des réalités locales africaines sans complexe? Je leur laisse la parole. 2-3 minutes max par intervention, j'ai vraiment débordé. Sandrine. Alors, je vais juste dire qu'il faut continuer d'oser. Et je m'inscris à la suite de ce que Ray venait de dire. Quand on va mettre Ndolé dans un texte ou le coquille, on n'a pas besoin d'expliquer. Il faut oser, il faut prendre des risques. Et très souvent, c'est un bon risque. Sauf que c'est sur le long terme. Si nous voulons l'effet là, encore une fois, comme on dit chez nous, justement, on va se décourager. Donc, il faut oser, il faut prendre des risques et travailler pour que on continue à être visible.
Afissatou, comment tu, dans le contexte burkinabé, comment, et plus largement en Afrique de l'Ouest, comment tu vois les choses? Quelles sont tes recommandations? Disons qu'à l'école, on est encore, en tant qu'élève, si je me mets dans mon contexte, on est plus paresseux et c'est ce que Ray nous reprochait. Voilà, qu'on ne va plus, on ne peut pas recommander aux auteurs de toujours traduire, d'être toujours dans cette logique, c'est bien normal. Cela aussi va nous donner l'opportunité de nous d'oser aller à la base, d'oser chercher, d'exploiter aussi les ressources qui se présentent à nous pour mieux comprendre la langue. Mais je me dis que pour des soucis de compréhension, on ne va quand même pas tout centrer, on ne va quand même pas rien traduire. Il faudrait le faire pour encourager la base déjà à apprendre et à découvrir davantage les auteurs. Quitte à ce que dans nos écrits, on évolue avec ce système-là, typiquement la langue, pas de traduction. Voilà. Nous, concernant nos localités, du moins nos réalités locales, je dirais qu'il faut que les auteurs s'inspirent bien de ces réalités-là, qu'ils insèrent qu'ils prennent en compte dans leur écrit nos réalités, et c'est ce qui ferait plus enrichir notre langue, qui ferait encore véhiculer et à l'avenir même songer à cette conservation-là, si toutefois, parce que de jour en jour, on tend à ne plus être, du moins, je vais dire, pas très net dans l'oralité. Voilà. Ce mélange-là qui se crée de jour en jour, pour faire, ou du moins barrière à ce mélange-là, il faudrait écrire vraiment dans la langue, pas de mélange, de façon plus authentique en fait, c'est ce que je veux dire en fait. Voilà. D'accord. Donc tu es plus pour une forme de conservatisme quand même dans les langues originales. Bon. Il en va de la pérennité de nos langues. Pour un souci de pérennisation, il faudrait qu'on écrive typiquement, voilà, comme il est dit, comme tel mot est dit, et que bon, ça permet, l'évolution aussi permettra de juger mieux. Voilà. Merci beaucoup, Afissatou. Ray, tu as le dernier mot, là. En attendant une révolution évolutive, comme Lucien a ici. Tout simplement. Oui, c'est oser, il nous faut oser. Oser faire, oser éditer. Déjà, je pose une question en sortant à tous nos auteurs francophones de chez nous déjà là. Quand ils ont tenu pour la première fois un livre français, qu'est-ce qui les a fait vibrer? C'est l'authenticité de ce livre-là. Quand on a lu Les Misérables, quand on a lu Jacques Prévert, et quand on lit de Maupassant, ce qui nous frappe, c'est l'authenticité. Alors, il faut cesser de brader la note. Voilà, c'est sur cette note que je vais terminer. Écoutez, merci beaucoup. L'exercice était complexe. Repenser les théories, vous avez de la traduction. Bon, vous comprenez qu'en fait, il faut tout simplement développer une nouvelle théorie de la traduction propre à notre continent et pas forcément la construire à partir d'autres environnements. J'espère que les traducteurs et les relecteurs qui vont lire ces textes vont arrêter de mettre la pression aux écrivains quand ils introduisent des expressions africaines locales, mais les pousser à plus d'excellence en tout cas. En tout cas, je vous remercie à vous, Sandrine, Afissatou et Ray, pour cet échange extrêmement passionnant. Et un petit coucou à Marie-Pauline, donc, qui pilote Acolyte.
Et on remercie tous les acolytes qui se sont connectés. N'hésitez pas à partager cet échange quand il sera mis en ligne. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un très bon week-end et on a encore 2 rencontres demain dans le cadre de RTWO 3e édition. Merci. Merci. Merci à tous. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci bien. Pareillement. Bonne soirée. Merci. Bien des choses au Camerounais, au Français. Merci, à plus à tous.